Le Café Vanout vous aide à savourer chaque moment. Comme un matin tranquille. Prendrais-tu un café? Une fin de semaine corsée. Prendrais-tu un café? Une soirée veloutée. Prendrais-tu un café? Ou un après-midi de rafraîchissement décadent. Prendrais-tu un autre café glacé? Un goût riche et savoureux vous attend avec Vanout. Vivre la saveur. Nous sommes le mercredi 28 mai. Voici à la une. Bonjour, bon mercredi, bienvenue à l'émission. Mathieu Bellumeur au microphone. J'espère que vous allez bien ce matin. Merci d'être à l'écoute, merci de nous avoir choisis. Aujourd'hui, ce qui va retenir l'attention, cette grève dans le secteur de la construction résidentielle au Québec, c'est parti. Il y aura plus tard ce matin, point de presse notamment, de l'Alliance syndicale, donc qui regroupe les différents syndicats et qui représente ses employés dans le secteur de la construction résidentielle. C'est important de le préciser. Donc, c'est essentiellement, pour que ce soit facile, les immeubles de 6 étages et moins, évidemment, à vocation résidentielle. Donc, première journée de grève. Les deux parties ne s'entendent pas, notamment sur les hausses salariales. Jean-Philippe Robillard sera avec nous et va nous donner les derniers détails. Donc, au cours des dernières heures, depuis minuit, une grève déclenchée dans le secteur résidentiel. Sinon, Vincent Maisonneuve est à mes côtés à cette heure-ci. Bonjour, Vincent. Bonjour, Mathieu. Et on va revenir ensemble sur ce discours du trône hier prononcé par le roi Charles qui énonçait essentiellement les priorités du gouvernement Carney. Voilà. Et tout de suite après ce discours du trône, le premier ministre Mark Carney qui a accordé une entrevue à nos collègues de la CBC pour donner quelques détails supplémentaires sur les grandes orientations, les grandes priorités de son gouvernement pour les prochains mois. On va revenir là-dessus. Voyage éclair du roi Charles, donc, qui est déjà reparti hier en après-midi, en début d'après-midi. Véronique Méran, bonjour. Bonjour, Mathieu. Ah, mon Dieu, est-ce qu'on copie-colle la journée d'hier? C'était tellement parfait. Bien, on fait ça et on ajoute même un degré ou deux. OK. Alors, on augmente la perfection de la température pour ceux qui aiment, mais c'est une chaleur qui est agréable. Il n'y a pas d'humidité, vraiment. Ça se prend bien. 26 hier, c'est ce qu'on a enregistré à Montréal. 26-28 aujourd'hui. Alors, beau temps, oui. Soleil dominant, c'est déjà bien parti cette journée. Les couleurs étaient assez belles dans le ciel c'est ce matin. C'est tellement tôt. Je pars de la maison. Ben oui, puis même en partant de la maison, autour de 4 heures, là, on voit déjà la lueur dans le ciel. C'est très beau. On est en route vers l'été, ça paraît. Donc, une très belle journée à saveur d'été aujourd'hui. L'ennuagement, ça se fait ce soir. Les températures resteront autour de 16 à Montréal. Ça variera entre 10 et 12 degrés là, en secteur montagneux vers Québec, l'Outaouais. Demain, jeudi, c'est sûr qu'il pourrait rester quelques éclaircies très tôt le matin, mais ça va s'ennuager quand même assez rapidement. Et on parlera de précipitations en fin de journée, début de soirée. Il n'y a pas grand-chose là-dedans, mais quand même, les températures vont redescendre 19 à 21 degrés pour la journée de jeudi. Vendredi ne sera pas si mal, sous un ciel variable. C'est un cas d'averse, risque d'orage dispersé. 21-23 degrés, c'est pour le week-end que ça se complique un peu. Ce sera essentiellement pluvieux samedi. Dimanche, ça s'accrochera pour le centre et l'est du Québec surtout, mais ça redeviendra variable sur le sud, sauf que 13 à 15 degrés. C'est sûr que c'est pas chaud dimanche, sauf que ça va remonter la semaine prochaine. N'ayez crainte, là, c'est pas... Ça arrive juste pour la fin de semaine, c'est ça? Oui, juste pour le week-end. Hein, et on n'a pas été choyé côté week-end. Je regardais les statistiques avril-mai, là, difficile. On n'a pas eu une belle fin de semaine complète. Là. Donc, la sensation de c'est toujours la fin de semaine que ça se passe, elle est justifiée. D'ici là, le beau temps perdure. C'est comme ça du côté de l'Abitibi, tout l'est du Québec également. 26 en Abitibi aujourd'hui, 29 au Saguenay. Ça variera entre 22 et 24 pour l'est du Québec. Territoire ontarien, on garde le soleil sur la portion nord et centre. Ça s'ennuage à Toronto. Windsor, les averses commenceront ce matin. À Toronto, cet après-midi, 15-16 degrés. 26 à Ottawa, sous le soleil. Ça s'ennuage en fin de journée. Les averses commenceront cette nuit. Vancouver, c'est du beau temps, 24 à 29 degrés. Avertissement de chaleur pour la région de l'Alberta.
la trentaine de degrés, un peu plus pour les prochains jours, sous le soleil avec des vents du sud. Regina, Winnipeg aussi, 27 aujourd'hui sous le soleil. Donc, c'est vraiment du temps d'été bien ancré dans l'Ouest. Profitez-en bien pendant que ça passe. Voilà. C'est ce qu'on comprend. Merci beaucoup, Véronique. Bonne journée. Olivier Pellerin est là au sport. Bonjour, Olivier. Bonjour. D'abord, les Oilers, une autre victoire face aux Stars de Dallas hier, ce qui fait que l'équipe d'Edmonton n'est plus qu'à une victoire de passer en finale de la Coupe Stanley. Oui, pour une deuxième année consécutive, d'ailleurs, faut-il le rappeler. Les Oilers d'Edmonton, hier, qui ont connu un autre bon match. En fait, c'est une très bonne série pour eux. Ils ne semblent pas trop intimidés par les Stars de Dallas. Hier, une victoire de 4-1. Il faut le dire, par contre, 2 des 4 buts ont été marqués dans un filet désert en fin de match. Donc, ça traduit peut-être pas, l'allure de cette rencontre. Un match très serré, très disputé. Les 2 marqueurs chez les Oilers d'Edmonton, Leon Draisaitl, en première période, donnait l'avance 1-0 aux Oilers. Jason Robertson a fait 1-1 en début de deuxième période. Puis, pas longtemps après, en fait, 3 minutes, un peu moins de 3 minutes plus tard, Corey Perry qui a marqué ce qui sera le but de la victoire, le deuxième des Oilers. Dans la victoire d'hier, le nom qui a été beaucoup mentionné par les joueurs des Oilers, c'est celui de Ryan Nugent-Hopkins. Hier, il est allé chercher 2 passes dans le match, mais surtout depuis le début de cette série face aux Stars de Dallas, c'est 2 buts, 7 passes, 9 points pour l'attaquant des Oilers qui a des responsabilités, oui, à l'attaque, on le voit avec sa production offensive, mais aussi dans sa couverture défensive, souvent irréprochable dans son travail, et il a été louangé donc par ses coéquipiers. Donc les Oilers, comme ça, qui continuent de montrer les dents et qui sont effectivement plus qu'à une victoire d'éliminer les Stars de Dallas. Donc à surveiller, match numéro 5. En fait, on a disputé les 2 derniers matchs à Edmonton. Donc là, c'est retour à Dallas pour le match numéro 5. Donc les Oilers qui pourraient faire ça sur la patinoire des Stars. Donc ça aura lieu demain, jeudi, ce match numéro 5. Et puis ce soir, est-ce qu'on verra les Panthers enfin éliminer les Hurricanes? C'est match numéro 5 aussi dans cette finale de l'Est. Les Hurricanes qui tirent de l'arrière 3-1. Ils ont remporté le dernier match pour éviter le balayage. Est-ce qu'ils sauront se lever à nouveau face aux Panthers? On verra ça ce soir à 20h. Au tennis, les difficultés sur terre battue se poursuivent pour Félix Auger-Aliassime. Oui, c'est très compliqué depuis le début de cette saison, malgré le fait qu'il a disputé une demi-finale à Hambourg, dernier tournoi préparatoire avant ce tournoi de Roland-Garros. Auparavant, il avait perdu tous ses tournois lors de son tout premier match et donc il avait de la difficulté dans cette préparation et surtout dans cette mise en jambe avant Roland-Garros. Et pourtant, hier, ça a bien débuté pour lui face à l'Italien Matteo Arnaldi. Il avait pris les 2 premières manches, donc remporté les 2 premières manches en avant 2-0. Il a dû avoir la visite de médecin parce qu'il avait des petites douleurs à la cheville et c'est pas nécessairement ça, dit-il, qui a donné donc l'allure des 3 manches suivantes, mais c'est l'Italien qui a remporté les 3 manches suivantes, donc pour éliminer Félix Auger-Aliassime dès le premier tour. C'est triste parce que la saison dernière, il avait atteint le 4e tour à Roland-Garros et malheureusement pour lui cette année, ça se termine et vous allez l'entendre hier, il avait de la difficulté à expliquer ce match, très déçu de sa performance. Je me bats avec moi-même pour pas y penser, mais c'est sûr que j'essaie de me dire non, il faut que je trouve un moyen, pas cette fois-là, mais c'est vrai que ça m'est arrivé trop souvent dans ma carrière. C'est difficile, c'est dommage. On sent que c'est pas facile à avaler, une sortie comme ça aussi hâtive. Et donc, on surveillera aujourd'hui Victoria Mboko qui dispute son match de 2e tour contre l'Allemande Eva Lys. La Coupe Memorial est présentée en ce moment à Rimouski, championnat donc du hockey junior canadien. On a un premier finaliste, une équipe de la Ligue de l'Ouest, de Medicine Hat. Les Tigers de Medicine Hat hier qui ont vaincu les Knights de London 3-1. Les 2 équipes étaient à égalité, donc avec 2 victoires dans ce tournoi. Et donc, le gagnant de ce match se qualifiait directement pour la finale. Et c'est grâce à une victoire de 3-1 que les Tigers de Medicine Hat l'ont fait. Les Knights de London attendront de voir les résultats du match de ce soir entre les 2 équipes moribondes, si je peux dire, de ce tournoi parce que et l'Océanique de Rimouski et les Wildcats de Moncton ont perdu leurs 2 matchs. Donc, les 2 se battent pour leur survie, pour tenter de participer à la demi-finale de cette compétition. Donc, match à surveiller ce soir. Les Wildcats, par contre, il faut le dire, dans une de leurs défaites contre les Knights de London, ça s'était fait en prolongation. Donc, ça les aide un petit peu. Merci, Olivier. Un plaisir. Bonne journée. Au revoir.
Alors, le Canada est un pays fort et libre. C'est ce qu'a déclaré aux membres du Parlement le roi Charles qui a lu donc ce discours du trône. Le roi qui a énoncé les priorités du gouvernement de Mark Carney. Vincent, ce qu'on retient évidemment, baisse d'impôts, investissement en matière de défense, volonté de réduire le prix des maisons, de construire davantage de logements. On sait qu'il en manque un peu partout au Canada. Comment y arriver maintenant rapidement? Ce sera le défi de Mark Carney. Oui, parce que le menu est très ambitieux et pour l'instant, il n'y a pas de budget. On ne connaît pas l'état des finances publiques à ce jour. On ne sait pas combien ces grandes priorités vont coûter aux contribuables. Et à entendre les membres de l'opposition, c'est vraiment le talon d'Achille de ce discours du trône, là, cette absence de détails, le fait qu'il n'y a pas de budget. Et dans une entrevue que le premier ministre Mark Carney a accordée au réseau CBC, on a eu quelques pistes de réponse pour ce qui est du budget. Une des raisons évoquées par Mark Carney pour justifier ce délai, c'est l'augmentation des dépenses en matière de défense. Visiblement, on va assister à de grands changements en matière de l'approche du Canada pour ce qui est de la défense. D'abord, où va-t-on dépenser cet argent? Mark Carney rappelle que chaque dollar investi dédié à la défense, il y a 77 cents qui s'en va directement aux États-Unis et ça doit changer. Ensuite, le montant des dépenses va nécessairement augmenter. Le secrétaire général de l'OTAN lui-même l'a dit, ce n'est plus 2 % du PIB, c'est 5 % du PIB que les pays doivent viser. Là-dessus, on va écouter le premier ministre Mark Carney. We are definitely going to have to spend more. We are going to have to spend more sooner. That's one of the reasons why we will have a fall budget, not a budget tomorrow. Il faut dépenser plus rapidement. C'est en partie pourquoi il faut prendre du temps pour préparer le budget. C'est pourquoi le budget sera présenté cet automne et non demain ou dans les prochaines semaines. Au sujet du coût de la vie, évidemment, il y aura cette baisse d'impôts, mais bon, c'est pas ça qui va ramener des milliers de dollars dans les poches des contribuables. Ce que le premier ministre vise surtout, c'est d'essayer de rendre l'achat d'une maison plus accessible. Et il l'a dit, ça ne se fera pas du jour au lendemain. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas commencer maintenant, dit le premier ministre, mais il y a cette volonté d'accélérer les projets de construction résidentielle. Encore une fois, le premier ministre du Canada. The productivity in the housing sector in Canada has not grown for a quarter century over the period Ça of fait time. un quart de siècle, dit-il, que la productivité dans le secteur de la construction résidentielle ne s'est pas améliorée. Il faut construire plus vite. Le gouvernement s'engage à réduire les coûts de développement. Ça veut dire les infrastructures comme les égouts, les aqueducs. Ensuite, c'est de construire à plus grande échelle. On a entendu parler de ça pendant la campagne. Il est revenu là-dessus, le préfabriqué, les maisons modulaires. Il reste pas mal de points d'interrogation à ce sujet-là. On sait que c'est pas facile, par exemple, de construire dans une ville comme Montréal. En quoi le gouvernement fédéral va changer tout ça? On le sait pas. Il y a aussi des grands projets. Le premier ministre Carney qui compte sur la rencontre, justement, avec ses collègues des provinces et des territoires. Ça, c'est prévu dimanche prochain à Saskatoon, en Saskatchewan, donc pour faire certains choix. Oui, et des grands projets, ça ne veut pas dire de grosses sommes provenant des coffres du gouvernement fédéral. Ça, Mark Carney a été très clair. Le rôle du gouvernement dans ces cas-là sera beaucoup plus de faciliter la réalisation de ces projets d'envergure. And we are going to name specific projects to which these fast-track approvals apply. Et Mark Carney entend profiter de la rencontre de dimanche avec les premiers ministres des provinces et des territoires pour identifier quelques grands projets qui méritent un traitement expéditif pour aller de l'avant très rapidement. Et pour justifier ce besoin d'aller vite, cette urgence, Mark Carney qui a rappelé souvent dans son entrevue, qui a rappelé souvent qu'on est dans une période de crise, qu'il y a cet état d'urgence, mais il y a une crise dont il n'est pas question dans ce discours du trône, c'est la crise climatique. D'ailleurs, il y a un excellent texte de notre collègue Fanny Olivier là-dessus qui montre à quel point les changements climatiques sont absents de ce discours du trône. Merci beaucoup Vincent. J'en prie. On va poursuivre au sujet du discours du trône parce que vous vous doutez bien que ce matin, dans les journaux, dans les quotidiens, sur les sites d'actualité également, c'est ce qui retient l'attention. Marie-Jeanne Dubreuil est avec nous en direct de notre studio d'Ottawa. Bonjour Marie-Jeanne. Bonjour Mathieu. Alors effectivement, il en est question pas mal en une de tous les médias. Ça doit faire des années, Mathieu, que le discours du trône n'a pas été autant médiatisé, je crois. Là. Probablement parce que le roi l'a lu, évidemment. Notamment, évidemment. Mais évidemment, toute la symbolique qu'il y avait derrière ce discours-là. Dans tous les grands médias du pays, on décortique, on analyse, on commente le discours prononcé par Charles III. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Là, si jamais vous voulez vous asseoir pour lire un peu là-dessus ou même regarder des vidéos, il y a des extraits, évidemment, notamment sur la Presse Plus. On revient sur ce qui a été dit dans le discours. Je vous dirais que la citation « Un grand Nord fort et libre » revient beaucoup en une et en manchette aujourd'hui, mais aussi le fait que l'accent était beaucoup mis sur l'économie dans ce discours du trône.
La BBC, elle, revient sur ce qui n'a pas été dit. Et je parle ici du nom Donald Trump, même si on sait que la venue du roi était pour justement envoyer un symbole clair au président américain. On parle de ceux qui ont assisté au discours des anciens gouverneurs généraux, l'ancien premier ministre Justin Trudeau aussi, avec des souliers de course verts qui lui ont attiré des critiques, notamment une possible atteinte au décorum, mais aussi ceux qui n'ont pas assisté au discours, comme le Bloc québécois, qui, comme on peut le lire dans Le Devoir, ont évité à tout prix d'écouter le discours du trône. Mais on revient aussi sur cette visite royale tout en protocole, très flamboyante à travers la capitale fédérale, qui en a fait sourciller plusieurs. On s'en souvient, hein, beaucoup de critiques dans les médias dans les derniers jours, y compris ce matin, mais qui a rendu aussi plusieurs Canadiens bien heureux, dont des nouveaux arrivants qui ont pris cette visite royale à un niveau personnel, notamment des personnes d'origine ukrainienne, comme on peut le lire dans le Globe and Mail ce matin. Deux gros sujets aussi qui retiennent l'attention ce matin. La rémunération des médecins. On a entendu donc ces premiers échanges. Ça a été assez houleux par moment entre le ministre et les fédérations de médecins hier à l'Assemblée nationale au sujet de ce projet de loi qui veut revoir la rémunération des médecins. Et également le fiasco SACLIC et la commission Galland qui se penche là-dessus. Oui, commençons avec la rémunération des médecins parce que c'est ce qui est de plus neuf, là. Les consultations sur le projet de loi 106 ont débuté hier à Québec. C'était une première journée marquée par ce choc frontale entre les fédérations médicales et le gouvernement. C'est ce qu'on peut lire dans la Presse Plus ce matin. Donc, d'un côté, on avait le Collège des médecins du Québec qui s'oppose au projet de loi, qui dit que ça va prioriser la quantité au détriment de la qualité des soins, que ça va nuire à l'écoute des patients, que ça va augmenter le risque d'erreurs médicales. Un son de cloche semblable du côté de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec qui a vivement critiqué le projet de loi, qui dit que les médecins omnipraticiens sont maintenant des boucs émissaires dans tout ça, qu'on sous-estime leur charge de travail par la Régie de l'assurance maladie. Et d'un autre côté, il y avait le ministre Dubé, le gouvernement Legault qui veut rester ferme sur sa position, mais quand même, le ministre de la Santé qui a assoupli sa position en écartant un bâillon. Donc, en disant qu'on pourra continuer les discussions pendant l'été, notamment. Et en marge de tout ça, il y a un regroupement provincial de comités d'usagers qui a lancé un cri du cœur en entendant les témoignages, ce choc des idées entre le gouvernement et les fédérations médicales. Le regroupement a dit il y a des vrais gens là-dedans qui sont impliqués, qui ont des problèmes de santé et qui veulent avoir accès à un médecin de famille. On sait que le projet de loi pour la rémunération des médecins, pour revoir la rémunération des médecins, c'est notamment pour que chaque Québécois ait un médecin de famille d'ici la fin 2026. Donc, le regroupement provincial des comités d'usagers qui est en accord avec ce projet de loi-là. Donc, ce sera à suivre parce qu'évidemment, les consultations vont se poursuivre. Mais vous l'avez mentionné, Mathieu, il y a également le fiasco SACLIC. On apprend qu'on est au bord du gouffre carrément. C'est en une de la presse, une du Journal de Montréal, Journal de Québec, Le Devoir également. On parle d'un déficit qui s'élevait à 35 millions de dollars avant la débâcle SACLIC pour la SAQ. Et là, les déficits continuent de s'accumuler de ce qu'on comprend d'un témoignage de M. Pelletier, Daniel Pelletier, ex-directeur de la vérification, retraité depuis 2024. Et là, on se rend compte que pour résoudre ces problèmes financiers liés à SACLIC, la direction analyse la possibilité de piger dans le fonds réservé aux accidentés de la route, ce que critique vivement une association des accidentés de la route qui dit ils sont déjà dans des positions très, très difficiles, les accidentés de la route. Est-ce qu'on peut au moins avoir de l'argent pour eux? Et on apprend également que beaucoup plus de monde était au courant qu'on le disait à la base, selon le témoignage de Daniel Pelletier, de ce déficit, de ces dépassements de coûts à la SACLIC. Donc, ce sera évidemment à suivre tout ça parce que M. Pelletier aura son contre-interrogatoire aujourd'hui. Et je termine avec une petite note un peu positive, là, Mathieu. Dans la Presse Plus ce matin, on parle de ce miraculé de l'orage. Vous savez, il y avait eu ces orages violents là, il y a quelques semaines. Il y a un arbre qui s'est abattu sur cette personne-là, sur un jeune adolescent qui est à l'hôpital maintenant, mais qui se porte bien. Et dans la Presse Plus, on recense son témoignage et on nous rappelle aussi quoi faire lorsqu'il y a des tempêtes, notamment rester à l'intérieur le plus possible. Merci beaucoup, Marie-Jeanne. Bonne journée. Bonne journée.
Parlons-en de cette grève dans le secteur résidentiel de la construction au Québec. Les chantiers qui sont donc paralysés. Grève générale illimitée qui a été déclenchée depuis minuit. Jean-Philippe Robillard est avec nous. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Mathieu. Il y a eu plusieurs négociations, même jusqu'à hier, si je ne me trompe pas, des offres qui ont été présentées, mais les partis n'arrivent pas à s'entendre. Oui, malgré le fait vraiment que les partis ont négocié toute la journée hier, Mathieu, la partie patronale a même déposé une nouvelle offre. C'était la troisième, mais l'association syndicale l'a rejeté. Et ce qui est au cœur de ce litige-là, comme dans la plupart des conflits de travail à l'heure actuelle, ce sont les salaires, les augmentations salariales. On veut des meilleurs salaires, Mathieu, pour faire face à l'inflation, à la hausse du coût de la vie, du panier d'épicerie, par exemple. Alors donc, les syndiqués demandent des augmentations salariales de 22 à 24 % sur 4 ans, alors que la partie patronale propose 18 % et dit qu'elle ne peut pas faire plus, Mathieu. Sinon, c'est le prix des maisons qui va grimper. Ce sont les consommateurs qui achètent des maisons qui vont payer plus cher. On va leur refiler la facture. On écoute Isabelle Demers de l'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec, c'est la partie patronale, suivie de Alexandre Ricard de l'Alliance syndicale. On est déjà à plusieurs offres de fait. La contrepartie syndicale semble être assise sur sa position à 24,35 sur 4 ans. Donc, là, il faut être en mesure de trouver une voie de passage à 2. L'exemple d'un charpentier menuisier présentement est à 7,61 $ de moins dans le résidentiel léger par rapport aux autres secteurs, ce qui crée en fait un exode de nos travailleurs, nos travailleuses dans les autres secteurs et rend le secteur de moins en moins attirant. Et c'est pour ça que l'Alliance syndicale, Mathieu, souhaite que ses membres aient droit au même salaire que les travailleurs des autres secteurs de la construction, là, que ce soit le secteur commercial, institutionnel ou encore industriel, qui, eux, faut le mentionner, ils ne sont pas en grève. Pourquoi? Parce que ce sont des secteurs qui ont réglé leur convention collective, qui ont même eu des augmentations salariales de 22 % sur 4 ans. Donc, il y aura encore des travailleurs sur plusieurs chantiers de construction, mais évidemment pas pour les chantiers résidentiels qui seront paralysés. Oui, qui seront perturbés. Dans le secteur résidentiel, ça représente à peu près 20 % de tous les chantiers du Québec. Selon la PCHQ, dont on entendait la représentante tantôt, il y a jusqu'à 44 000 projets qui pourraient être perturbés par cette grève. Alors, c'est un débrayage qui va toucher donc tous les chantiers de construction de maisons unifamiliales, de maisons en rangée, également tous les chantiers, Mathieu, d'immeubles à logement de 6 étages et moins. Et il y a le ministre du Travail, le Québécois du Travail, Jean Boulet, là, qui a dit hier que les effets de cette grève, alors qu'une crise du logement au Québec pourrait être très dommageable. Et ça, bien évidemment, ça pourrait donner des maux de tête, devenir aussi un casse-tête pour les futurs propriétaires, pour ceux qui pourraient devenir ou qui souhaitaient devenir propriétaires pour le 1er juillet, c'est-à-dire qu'ils quittent, par exemple, leur logement, ils viennent de s'acheter une maison, et puis si la maison n'est pas terminée, ça pourrait... c'est ça, là. Ça pourrait donner des mots de tête. Oui, ça pourrait compliquer la vie pas mal. Là, ouais. D'ailleurs, on risque de voir des manifestations devant certains chantiers et les syndicats, l'Alliance syndicale doit faire le point un peu plus tard. Oui, je vais y aller ce matin. Je vais aller voir sur les chantiers, aller rencontrer des travailleurs, des travailleuses. Oui, et à 10 h ce matin, il y a l'Alliance syndicale qui va faire le point sur ce conflit de travail-là. Un autre conflit de travail, oui, effectivement. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Merci, bonne journée. Alors, évidemment, on va suivre ça. Vous l'avez entendu, Jean-Philippe va nous faire des comptes rendus dans les radiojournaux un peu plus tard ce matin. Sinon, évidemment, il y a toujours ces consultations sur ce projet de loi sur la rémunération des médecins qui va se poursuivre à Québec. La commission galant sur le fiasco Saclay aussi. On est vraiment dans des témoignages qui entrent dans le vif du sujet. Pas mal de révélations au cours des derniers jours. C'est aussi notamment ce que l'on va suivre. Il y a aussi une interdiction de faire des feux à ciel ouvert dans certaines régions du Québec, notamment dans le nord du Québec, Saguenay, Lac-Saint-Jean, la Mauricie, le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, l'Abitibi-Témiscamingue également. Donc, ça a été publié par le ministère de la Sécurité publique. Voilà pour cette édition d'À la Une. Je vous retrouve dans les radiojournaux un peu plus tard. Vos équipes du matin s'en viennent. Bonne journée. Le Café Vanout vous aide à savourer chaque moment. Comme un matin tranquille. Prendrais-tu un café? Une fin de semaine corsée. Prendrais-tu un café? Une soirée veloutée. Prendrais-tu un café? Ou un après-midi de rafraîchissement décadent. Prendrais-tu un autre café glacé? Un goût riche et savoureux vous attend avec Vanout. Vivre la saveur.